Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, cette question, faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Emmanuel Macron le souhaite, mais est-ce vraiment faisable? Et dans quel but ces réseaux sont-ils toxiques pour notre santé mentale et pour celle des plus jeunes? On en débat avec nos invités. C'était il y a 6 ans, dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes. 2 millions de Français ont livré leur regard sur nos institutions, leurs espoirs et leur colère également. Grâce à l'intelligence artificielle, une étude a réussi à compiler toutes ces contributions où vous en révélera ses principales conclusions. Enfin, des manifestants face à la garde nationale. Que se passe-t-il en Californie? Jusqu'où ira Donald Trump dans son bras de fer avec le gouverneur de cet État sur sa politique migratoire? Ce sera notre grand angle à la fin de l'émission. C'est tout pour le sommaire. C'est parti pour Ça vous regarde. Ils sont nés avec les écrans, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. C'est même souvent devenu le principal moyen de communication entre ados. Mais à quel prix? Sur ces réseaux, on trouve de tout. Le meilleur, mais aussi le pire, des contenus violents, dégradants, du harcèlement, des défis idiots. Alors faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? On en débat avec Arthur Delaporte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Calvados et vous présidez la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C'est une commission d'enquête dont les travaux sont encore en cours et dont vous allez nous parler. Olivier Bonneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Anna Baldi. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes plus connue sur TikTok sous le nom de Grande Bavardeuse. C'est votre pseudo et vous êtes une TikTokeuse, une créatrice de contenu, on dit aussi, qui est spécialisée sur les contenus politiques. Enfin, Jean Catan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Conseil national du numérique et puis vous êtes également chargé d'enseignement en régulation du numérique à Sciences Po Paris et à Panthéon-Assas. Et pour commencer, le récap de Bruno Donnet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Et dans votre récap, on revient sur une déclaration, mais aussi sur des solutions qui sont difficiles à mettre en œuvre. Oui, la déclaration, c'est Emmanuel Macron qui l'a faite hier soir à propos de la régulation des espaces numériques. On a lancé la mobilisation, moi je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Le président de la République veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que les faits sont absolument terrifiants. Si l'on en croit le rapport qu'a rendu public aujourd'hui le groupe de droits des enfants Kids Right, il y aurait une corrélation entre la détérioration de la santé mentale des enfants et l'utilisation problématique des réseaux sociaux. Alors voilà pour le rapport. Quant à la commission d'enquête parlementaire sur TikTok qui travaille depuis plusieurs mois ici même à l'Assemblée nationale, les témoignages que l'on a pu y entendre confirme ce constat absolument accablant. Écoutez, par exemple, ce qu'a raconté cette mère de famille dont la fille s'est suicidée dans sa salle de bain. Est-ce normal de trouver des tutos pour se suicider? Mais est-ce que vous, en tant que parent, vous iriez dire à vos enfants, regardez, tiens, j'ai un livre pour te dire comment faire un nœud et te pendre dans la salle de bain à la patère? Je ne savais même pas que ça pouvait exister, moi. Pourtant, Bruno, la volonté affichée hier soir par le président de la République vous a laissé un peu dubitatif. Oui, d'abord, Clément, parce qu'elle n'est pas neuve. Regardez ce que j'ai trouvé en fouillant dans mon grand placard à archives politiques. Cette déclaration-là date d'avril 2024. Je veux défendre une Europe de la majorité numérique à 15 ans. Avant 15 ans, il doit y avoir un contrôle parental sur l'accès à cet espace numérique. C'était il y a 14 mois et Emmanuel Macron affichait donc quasiment les mêmes ambitions qu'aujourd'hui. Alors que s'est-il passé depuis? Rien. Mieux que ça, une loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on en a déjà une. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat il y a 2 ans. Jean-Noël Barrot, alors ministre chargé du numérique, s'en était d'ailleurs publiquement félicité dans ce tweet. Et pourtant, regardez ce que j'ai découvert cet après-midi en consultant le site de l'Assemblée nationale. 0% des décrets nécessaires à l'application de cette loi-là ont été publiés à ce jour. Alors pourquoi est-ce que rien n'a bougé depuis? Alors tout simplement, Clément, parce que rien n'est possible en restant au seul et strict niveau français. TikTok, Instagram et consorts, tous les réseaux sociaux sont basés en Irlande pour des raisons fiscales. Résultat, la France n'a pas le plus petit pouvoir de régulation. Enfin, il y a aussi des limites un peu plus technologiques. Vous vous souvenez que la semaine dernière, la ministre du Numérique a banni de l'Hexagone 3 sites pornographiques qui refusent de demander leur âge à leurs utilisateurs.
Je leur dis bon vent, parce qu'en fait, personne n'est au-dessus des lois. Personne. Et si ces sites internet, ils préfèrent se retirer de France que de protéger nos enfants, ils n'ont rien à faire chez nous. Bon vent, mais figurez-vous que quelques heures à peine après la suspension de ces sites pornographiques plus consultables depuis la France, les ventes de VPN, ce sont ces petits logiciels qui sont capables de faire croire que l'adresse IP de votre ordinateur n'est pas située en France mais dans un autre pays, eh bien ces ventes ont bondi chez certains opérateurs, tenez-vous bien, de parfois 1000%. Démonstration, Clément, qu'en matière numérique, une simple volonté politique hexagonale risque d'être un peu courte. Merci beaucoup Bruno Donnet. Bruno, il vient de soulever plein de questions, alors on va les prendre une par une, mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on se penche sur le fonctionnement des algorithmes, parce que pour bien comprendre les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale, il faut comprendre comment ça marche. Jean Catan, on reproche à ces algorithmes de rechercher l'engagement à n'importe quel prix. Ça veut dire quoi et quel est le risque derrière ça ? L'algorithme, c'est la clé de répartition des contenus, en gros, qui permet au réseau social de dire ce que vous allez voir. Et comme le disait récemment une dirigeante d'un réseau social très connu, ce que nous ne recommanderons pas, vous ne le voyez pas. Donc en gros, derrière ce mot technique, il y a juste l'idée que le réseau social décide ce que vous voyez. Et quand on fait les études en rétro-ingénierie, on voit bien qu'en réalité, on voit 0,0001% des contenus qui sont diffusés, parce que l'algorithme est précisément la clé qui permet au réseau social de maîtriser ce que vous voyez. Et donc, à partir du moment où ce réseau social fonctionne sur un modèle économique qui est celui de l'économie de l'attention, son but est de valoriser votre exposition à la publicité. L'économie de l'attention, c'est-à-dire garder l'utilisateur le plus longtemps possible devant son écran. Exactement. Et donc pour ça, à un moment, il y a une solution, c'est de l'exposer à du contenu qui est de plus en plus engageant, donc comme on dit, qui va de plus en plus le faire réagir, qui va le faire rester. Et il se trouve malheureusement que très souvent, en fait, ce contenu-là soit du contenu négatif. Et donc, c'est du contenu négatif tourné contre soi-même, on l'a vu, c'est tragique. Contenu tourné contre les autres, c'est tout autant tragique quand on voit les événements qui peuvent prendre place dans la société. Anna Baldi, vous êtes donc vous-même sur TikTok dans le domaine de la politique. Alors, chez vous, il n'y a pas de défi skinny talk ou legging legs. Moi, j'ai fait un tour sur votre compte. Vous parlez de Karl Popper, le philosophe. Vous parlez du bonheur en politique. Et vous vous êtes interrogé ouvertement dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur ces algorithmes, justement, sur l'algorithme de TikTok. Ça vous préoccupe vous-même ? Tout à fait. Comme je l'ai expliqué pendant la commission d'enquête, ces algorithmes sont totalement opaques. Il y a une volonté de TikTok derrière cela. J'ai moi-même rencontré du personnel de TikTok France qui n'est pas en capacité de nous expliquer certains rouages de l'algorithme. Pas en capacité ou qui ne souhaite pas révéler des secrets industriels quelque part. Alors en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le staff de TikTok France, en tout cas, n'a lui-même pas conscience du fonctionnement des rouages de cet algorithme. Alors l'objectif, c'est que nous ne puissions pas jouer de ces paramètres pour mettre en avant notre contenu par rapport aux autres. Mais en fait, ça vient nous faire nous poser beaucoup de questions quant aux informations qu'on consomme et à l'opinion qu'on vient construire derrière, surtout quand ce sont des mineurs qui viennent consommer ces informations. Mais en quoi ça vous inquiète, du coup, concrètement ? Les questions qui se posent, c'est quoi ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que lorsque je mentionne certains mots dans une vidéo à titre éducatif, cette vidéo ne sera pas référencée, n'apparaîtra pas sur la page des pour toi, parce qu'elle traite d'un sujet que la plateforme juge trop tabou ou trop sensible, l'éducation sexuelle par exemple, quand en comparaison, un autre contenu ayant une visée raciste ou transphobe sera mis en avant parce qu'il aura su déjouer ces règles de déréférencement. Arthur Delaporte, on a bien compris que l'algorithme, c'est ce qui fait le succès d'un réseau social. Qu'est-ce que vous, députés, législateurs, vous pouvez faire ? À quoi est-ce que vous avez accès ? Parce qu'on est un peu dans le secret des affaires, donc est-ce que vous pouvez réguler ça ? Alors, nous, non. Nous, on n'a pas plus accès que les citoyens, même si on a demain l'occasion d'auditionner TikTok et qu'on leur posera des questions justement sur la fabrique de l'algorithme. On leur a posé déjà par écrit quelques questions. C'est pas totalement satisfaisant. Mais ceux qui ont accès au moins à une partie de l'algorithme, c'est la Commission européenne. C'est dans ce qu'on appelle le Digital Services Act, le DSA, qui est un règlement qui est rentré en application il y a en gros 1 an, et qui permet à la Commission européenne d'avoir des moyens d'investigation quand il se pose des questions et de demander à la plateforme de justifier un certain nombre de choses. Donc ça, c'est des enquêtes qui ont lieu en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a tout un business model derrière l'algorithme, parce que l'algorithme de TikTok, notamment, il est vu comme le plus efficace. Il est vu comme celui qui parvient le mieux à détecter l'état d'esprit, l'humeur du jour de l'utilisateur, parce qu'il, nous disent les spécialistes, est extrêmement rafraîchi fréquemment.
Ça veut dire que, en gros, vous changez d'avis, vous restez un peu plus sur... pendant ce soir, vous êtes un peu triste en rentrant parce que l'émission s'est pas bien passée. Et pof, il va se mettre à vous bombarder de contenus qui vont vous renforcer aussi là-dedans. Donc c'est ce qui est problématique, c'est ce qui a été dénoncé par un certain nombre de personnes dans la commission. Mais bon, si vous rentrez joyeux, là, par contre, ça va aussi renforcer votre bonne humeur parce que cette émission sera bien passée. Voilà. Olivier Bonneau, l'un des premiers effets à la fois des algorithmes et puis de l'architecture globale de ces réseaux sociaux, c'est de créer une forme de dépendance, de créer une addiction à ces réseaux sociaux. On a l'impression qu'en fait, les concepteurs de ces réseaux sociaux, ils ont lu tout ce qui a été écrit en la matière dans le domaine des sciences cognitives. Ils appliquent à la lettre tout ce qui a été mis à jour ces dernières années. Ils sont très forts, mais c'est un peu normal. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ils ont à vendre du contenu. Donc, il faut que ce contenu soit vu et qu'il soit vu pendant très longtemps. Donc, ils appliquent ce qui se faisait déjà dans les supermarchés et autres, c'est-à-dire on est attiré par ce qui bouge, par ce qui est coloré, la rapidité, le fait de scroller comme ça son écran. D'avoir la lecture automatique des vidéos. Bien donc sûr, on n'a plus rien à faire, on nous propose le contenu. C'est très passif, ça bouge énormément, ça se modifie en permanence devant vos yeux et ça stimule le circuit de la récompense, toute cette dopamine, et donc, du coup, ça rend nécessairement un peu addict. Donc c'est conçu comme ça. Après, c'est la question de l'impact. Quel impact ça peut avoir à long terme ? Sur les enfants, on est certain. L'impact, il est très mauvais. Il est très mauvais parce qu'en fait, passer du temps comme ça, c'est autant de temps qu'on passe pas à converser. Et converser, arriver à élaborer un peu ses relations, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. Sur les adolescents, c'est aussi avec un impact fort, parce qu'aujourd'hui, les adolescents que moi je vois, mais la littérature le montre très bien, ils préfèrent très clairement discuter avec Instagram ou autre, c'est-à-dire en fait pas directement, plutôt que de voir les gens. Ils sont plus à l'aise dans ce type de relations, donc moins à l'aise dans les relations humaines. Or, c'est quand même les relations humaines qui nous font aussi grandir et se développer. C'est-à-dire qu'il y a un prisme quand même spécifique aux adolescents, parce que j'allais vous dire, mais cet impact, est-ce qu'il n'est pas le même pour tout le monde, y compris pour les adultes qui sont exposés à ces vidéos-là, bombardées de vidéos sans fin, et puis qui scrollent. Alors, il est le même pour tout le monde, c'est sûr, mais il se trouve que nous, on est adultes, et comme on est adultes, on a quand même un développement qui est plus avancé. Quand on est adolescent, on fait son développement de relations humaines, de relations sociales, de compétences sociales. On le continue, j'allais dire, on le peaufine. Et donc, c'est un moment où on a vraiment besoin d'en avoir. Et là, ça peut être un problème, avec effectivement cet impact majeur, on le voit très bien dans les études. Les adolescents, naturellement, sont toujours un peu, vous savez, solitaires, souffrent de solitude. Et d'isolement, c'est en gros, globalement, un tiers des adolescents. Et c'est normal, puisqu'ils aiment être intégrés dans un groupe. Là, qu'est-ce qui se passe ? Ce chiffre a globalement doublé, et donc ça veut dire qu'ils ont un vrai sentiment d'isolement. C'est pas simplement un sentiment, c'est un isolement. Et donc, ils sont moins en relation avec l'autre. Évidemment, puisqu'on est moins à l'aise dans la relation, quand on a l'occasion d'avoir une relation, finalement, elle se passe pas très bien. Et donc, on en a encore moins envie. Et ça fait tout un cycle comme ça. Arthur Delaporte, vous avez déjà mené beaucoup d'auditions dans le cadre de votre commission d'enquête parlementaire. Comment vous analysez, vous, les effets sur la santé mentale des jeunes ? Alors, en l'occurrence de TikTok, c'est vraiment l'objet de votre commission d'enquête. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça produit peut-être des effets différents sur les jeunes garçons et les jeunes filles? Alors ça, c'est sûr, c'est ce que montrent les enquêtes, c'est que les filles sont plus exposées, par exemple, à des sujets de harcèlement. Elles sont aussi plus exposées à des risques de troubles du comportement alimentaire. Et donc ça, c'est des phénomènes très spécifiques. Et c'est vrai que quand on est une fille sur les réseaux sociaux, autour de 15-16 ans, on va être beaucoup plus bombardé de contenus qui vont inciter, par exemple, à la maigreur excessive, etc., ce qui ne sera pas forcément le cas des garçons. Donc, en fait, on peut aussi avoir des effets d'amplification, en fait, de mal-être qui peuvent être liés à des difficultés dans la vie réelle, mais que le réseau social va accroître. Et ça, il y a vraiment une forme de consensus chez les acteurs, même si il y a des débats sur la scientificité, c'est-à-dire, en gros, la capacité à prouver, parce qu'on manque de données, certains effets. Mais globalement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des effets de captation de l'attention qui font qu'on va rester de plus en plus souvent sur les écrans, qu'on va moins dormir, que ça crée des troubles, évidemment, quand on dort moins, notamment dans la construction des enfants. Et ça, je veux dire, personne n'est là pour le nier. Et il suffit de regarder des études empiriques qui montrent l'augmentation du temps d'écran passé, qui sont menées par Médiamétrie de façon très objective sur les jeunes à partir de 11 ans. Et on voit que plus ça va, plus on avance, plus les jeunes passent du temps sur les réseaux, et sur leurs écrans, et sur TikTok en particulier, parce que les études montrent que c'est globalement un jeune sur deux, à l'entrée au collège, globalement, qui a un compte TikTok.
Quels sont les contenus problématiques? Parce que les parents, ils ont peut-être pas conscience de ce qui se passe entre leur ado et son téléphone quand il est dans sa chambre, par exemple. Alors, je le dis parce qu'il y a peut-être des parents qui nous regardent et qui s'inquiètent. Et c'est vrai que les parents, parfois, se sentent démunis ou inquiets. Et qu'on s'était dit que les enfants étaient parfois plus en sécurité dans leur chambre que dans la rue, alors qu'ils peuvent se retrouver face, parfois, à des pervers sexuels qui viennent leur demander des contenus intimes, soit face à des algorithmes qui les exposent, on le voyait tout à l'heure, à des techniques pour se suicider si ça va vraiment pas bien, face à la manière de cacher ces scarifications, parce que ça c'est ce qui se passe aussi, il y a des jeunes qui se scarifient, il y a une petite mode là-dessus, donc voilà, ça c'est des choses... Il y avait la mode, les défis skinny talk, ouais, c'est ça? Skinny talk, c'était en gros la mode de la minceur, mais la minceur extrême avec des jeunes filles qui se faisaient vomir, etc., et qui donnaient les techniques pour se faire vomir discrètement aussi. Et je le dis à ses parents, si vous voulez discuter avec vos enfants, c'est très important, il faut le faire. Il faut parler avec les enfants de ce qu'ils voient, des influenceurs qu'ils connaissent, des contenus qui les choquent, éventuellement regarder avec eux ce qu'ils voient comme contenu suggéré sur le pour toi, parce que finalement l'application connaît les préférences, mais surtout connaît les habitudes passées. Donc si on défile le pour toi, on verra globalement ce que l'enfant voit. Parfois c'est anodin, parfois c'est du contenu de grande qualité, et il ne faut pas non plus tout mettre dans le même panier. Parfois on peut regarder Grande Bavardeuse, Hugo Décrypte, Monsieur le Chat, qui est un prof de physique-chimie qu'on a reçu. Voilà, il y a plein de contenus qui sont intéressants ou distrayants et pas méchants. Mais il y a aussi des contenus qui sont problématiques, et c'est là qu'il faut agir. Anna Baldi, comment vous appréhendez ce débat, vous? Vous êtes plutôt présentée comme productrice de contenu positif, on va dire. Et est-ce que vous-même, il vous arrive de faire de la prévention auprès de votre communauté? Alors, j'ai travaillé pour une association de protection de l'enfance, donc il m'arrivait parfois d'utiliser ma plateforme pour sensibiliser sur des sujets auxquels j'étais familière. Maintenant, la façon dont j'appréhende ce débat, j'ai été étonnée de la portée médiatique des coups de buzz de certains des influenceurs qui ont été entendus hier. On va en parler dans un instant. Ce qui me peine un petit peu, le fait que... J'ai le sentiment que beaucoup des médias aussi jouent le jeu de mettre en avant des créateurs de contenu qui se nourrissent de cette visibilité sur laquelle repose leur modèle économique. Olivier Bonneau, est-ce que vous avez, beaucoup de jeunes patients qui viennent vous voir en lien à des problématiques d'addiction, à des problèmes de santé mentale liés à un usage peut-être excessif des réseaux sociaux? Alors on a, nous, beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement a explosé, il a pris la place du harcèlement qui est déjà important dans les écoles, et donc on a un nombre de jeunes comme ça qui ont ces difficultés, avec des parents qui sont souvent extrêmement désemparés, qui ne savent pas, qui découvrent, qui ne sont pas très familiers avec les réseaux sociaux, et des jeunes qui, malgré tout, et malgré leur jeune âge, et parfois le côté digital naïf, natif comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont au courant un peu des réseaux sociaux, se sont laissés avoir dans des systèmes où des prédateurs, où ils ont répondu, là ils n'auraient pas dû répondre, pour laisser partir un peu le système du harcèlement. Donc on fait beaucoup de prévention. Je dois dire, peut-être si je peux dire comme ça un mot, parce que j'ai quand même pas mal travaillé, rencontré notamment des collègues de l'association e-enfance. Et moi, je trouve tout de même que ce qui est très étonnant, je suis d'accord pour l'interdiction à 15 ans, elle était à 13 ans, pourquoi pas, mais ce qui me semble quand même très important, c'est d'arriver à former un peu les jeunes. D'une certaine façon, personne ne trouverait normal qu'on puisse conduire sans avoir un permis de conduire. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas en place un permis de réseaux sociaux avec quelque chose qu'on obtiendrait réellement, et plutôt que la carte d'identité à mettre pour pouvoir se connecter, c'est ce permis qu'il faudrait avoir, savoir comment ça fonctionne, connaître ces histoires d'algorithmes, parce que qui est au courant? Là, tout le monde a l'air très au courant. Mais est-ce que les parents sont au courant qu'on pousse des informations comme ça qui sont si négatives? Et je trouve qu'il faut de toute façon essayer d'éduquer et de monter le niveau d'information et d'éducation d'un certain nombre d'enfants et de parents surtout. Jean Catan, sur ce que vient de dire Olivier Bonneau, en même temps, on a l'impression qu'on est vraiment en train de découvrir petit à petit quelque chose. Enfin, on n'a pas beaucoup de recul sur tout ça. Donc c'est compliqué aussi de... Ça fait quelques années quand même que le problème pointe le bout de son nez, et vraiment de manière assez massive. Les études sont suffisamment précises et abouties. La première étude du CCDH, donc le Center for Countering Digital Hate, donc le centre de la lutte contre la haine en ligne, qui est établi au Royaume-Uni. Le premier rapport sur TikTok et ce problème de Skinny Talk, ça date de 2023 quand même. Donc ça veut dire que déjà on a 2 ans. Le dernier rapport sur le même sujet porte sur YouTube, il y a quelques mois. On ne parle pas encore de YouTube, mais quand vous créez 10 comptes d'adolescentes fictives nécessairement, puisque ces plateformes ne donnent pas accès aux chercheurs pour établir ces recherches de manière correcte,
Vous avez 30% du contenu recommandé à ces 10 comptes de jeunes filles qui sont des contenus en promotion de l'anorexie quand même. Donc on a un problème systémique qui est connu depuis très longtemps. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à la réflexion sur le règlement sur les services numériques. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en effet, on a un problème institutionnel qui fait que la Commission s'est accaparé l'ensemble des pouvoirs de recherche, d'enquête sur les algorithmes, que les autorités nationales se trouvent en second rideau, la sphère associative en troisième rideau, et du coup, on ne peut pas faire valoir les forces de la société contre une poignée de dirigeants qui forment un oligopole sur tout ce que nous voyons dans la sphère médiatique. On va revenir à présent sur le travail de votre commission d'enquête parlementaire à Arthur Delaporte et sur ces auditions qui ont eu lieu hier, auditions de plusieurs influenceurs qui ont été jugés problématiques. Alors, ce n'est pas par vous, le président de cette commission, mais je crois que c'est par les 30 000 citoyens que vous avez consultés. Ils vous ont désigné, entre guillemets, ces influenceurs, c'est bien ça? Oui, alors ils en ont désigné beaucoup plus que ça. Et en fait, nous, on a aussi sélectionné parmi ceux qui revenaient le plus. On a aussi essayé d'avoir différents profils. Parce qu'on aurait pu avoir que des profils, par exemple, masculinistes, misogynes. On a fait le choix d'essayer d'un peu varier et surtout aussi de tenir compte des auditions qu'on avait eues où un certain nombre aussi de noms sont revenus dans ces auditions. Donc voilà, on a un peu mixé tout ça pour avoir ce panel d'influenceurs, oui, un peu problématique pour certains. On a choisi, nous, de nous focaliser sur l'audition de l'un d'entre eux. Il s'agit d'Adé Laurent, dont le compte TikTok a d'ailleurs été supprimé à la demande de la ministre Aurore Bergé. Retour sur son audition avec Maïté Frémont. Dans des écoles primaires, votre nom est en effet bien connu par les jeunes. Adé Laurent, ce créateur de contenu, acteur porno, est convoqué par les députés. Banni de TikTok à la demande de la ministre Aurore Bergé pour ses vidéos à caractère sexuel. Il était suivi par près de 2 millions d'abonnés. Parmi eux, des mineurs. On vous auditionne pour comprendre comment vous vérifiez l'âge, comment ça peut être bien contrôlé. Avez-vous une seule seconde mesuré l'impact que peuvent avoir vos contenus sur un enfant de 13 ans, un adolescent en construction? Réponse de l'intéressé. Si des élèves de CM2 qui ont entre 10 et 11 ans accèdent à cette plateforme, c'est un problème de contrôle parental et de responsabilité de TikTok, pas de la mienne. Donc je refuse d'endosser une responsabilité qui ne m'appartient pas et être comptable d'un contrôle qui n'est pas à ma portée. Pourtant, les créateurs de contenu ont des solutions pour interdire certaines vidéos aux mineurs. Est-ce que vous savez que sur cette plateforme, il y a des outils qui vous permettent de restreindre votre audience et d'en exclure toutes les personnes qui sont identifiées comme étant mineures de moins de 18 ans? Est-ce que vous, quand vous créez un live, vous appuyez sur le bouton restriction ou pas? Non, parce que la plupart du temps, mes lives sont bon enfant, sur un ton léger, humoristique. Ça veut dire que les lives sont accessibles aux mineurs, sauf restriction que vous ne faites pas. Voilà. Si vous pensez qu'il faudrait monter l'âge d'accessibilité à TikTok, je suis totalement avec vous. Et je répète, mon contenu, c'est pour les gens majeurs, donc je vise un public majeur. TikTok réunit plus de 20 millions d'utilisateurs en France. 70% ont moins de 24 ans. Arthur Delaporte, on a bien compris le message d'Adé Laurent. Ils ne se sont pas du tout responsables de qui regarde les contenus qu'il propose sur TikTok. Vous faites quoi de quelqu'un comme lui pour, On en fait déjà, on écoute. Parce que l'idée de cette commission d'enquête, alors on a beaucoup parlé de ces auditions qui font le buzz hier, et moi je le regrette un peu parce que, vous voyez, on a eu des victimes, et heureusement qu'il y a LCP pour le rappeler, c'est qu'on a fait cette commission aussi parce qu'il y a des gens qui sont morts, en fait, c'est extrêmement grave. On a eu des chercheurs extrêmement sérieux, enfin je veux dire, voilà, on a mené un travail qui est le plus complet possible pour donner la parole à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et si on n'avait pas entendu l'ensemble aussi des créateurs de contenu, et uniquement des créateurs qui font de la pédagogie, etc., on nous aurait dit, qu'avez-vous fait de ceux qui produisent des contenus problématiques? Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix hier. Et maintenant, pour répondre sur cette question d'Adé Laurent, moi, je retiens une chose, c'est que ces gens ont un sentiment d'impunité totale. Ils viennent devant la représentation nationale, dans un cadre où ils prêtent serment, où ils se comportent de façon désinvolte, voire agressive. Et en fait, moi, j'ai cherché à ce qu'on garde le plus possible, sérénité, calme dans les débats. Mais il y a des moments où, en fait, ils nous disent des choses qui sont fausses. Donc on est obligé d'apporter cette contradiction. Parce que soit ils ne le savent pas, soit ils jouent la naïveté. Je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, Adé Laurent nous a expliqué qu'au départ, avant de reconnaître qu'il n'activait pas les fonctions de protection des mineurs, que, en gros, c'était interdit aux mineurs, les lives dans lesquels il dit des choses assez sexuelles. Il en était convaincu personnellement, vous pensez? Mais non, mais il nous a même ressorti, ses avocats lui préparé une liste en disant, regardez, si on lit les conditions de TikTok, les lives, donc les diffusions de vidéos en direct, ne sont pas accessibles aux mineurs.
officiellement. On lui dit, bah si, en fait, sauf si vous avez activé la restriction. Est-ce que vous avez la restriction ? La réponse est non. Donc en fait, il dit à la fois, je produis un contenu pour adultes, mais en même temps, je ne protège pas les mineurs. Donc il y a vraiment ici une forme d'hypocrisie qui, à mon sens, n'est pas que feinte. Mais alors, la conclusion, c'est quoi ? Comment on agit ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, vous n'avez pas fini votre travail, mais bon. Ce qu'on préconisera, je l'espère, ce que Madame la rapporteure mettra dans son rapport, c'est d'abord, et ce qu'on demandera demain à TikTok, d'avoir des mécanismes. Parce que vous allez entendre demain, effectivement, parce que, les responsables de TikTok demain, en France. Après-midi, par exemple, on aura la représentante de TikTok Europe, la big boss, on va dire, de TikTok Europe. Et on aura l'occasion de lui poser des questions, notamment par rapport aux auditions qu'on a eues hier. Ben, les influenceurs problématiques disent que c'est votre faute. Vous ne faites pas votre travail de vérification d'âge. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des mécanismes de vérification d'âge effectifs ? Qu'un gamin de 8 ans n'ait pas officiellement 19 ans sur TikTok. Comment est-ce qu'on fait pour, plus largement, modérer les contenus problématiques en amont, avant même qu'ils soient produits ? Comment on fait pour que quand on a des influenceurs qui sont repérés par une communauté comme problématique, ils soient effectivement bannis ? Vous voyez, Alexis Chance. Alors Alexis Chen, c'est un autre TikToker. Lui, il a décidé d'arrêter, de couper, parce qu'il était en visio, il a coupé l'écran, il est parti au bout de 20 minutes. Quelque chose qui est totalement illégal, c'est qu'il a arrêté sa déposition. Parce que quand on est dans une commission d'enquête, on dépose, comme si on allait dans un commissariat. Il a arrêté sa déposition. C'est illégal. Vous allez faire quoi ? On réfléchit aux suites à donner, mais ce qui est sûr, c'est que cet influenceur-là a des propos misogynes caractérisés, sexistes caractérisés, que tout ceci est interdit dans les conditions même d'utilisation de la plateforme TikTok. Qu'est-ce qui se passe ? Il nous explique qu'il a 43 comptes sur TikTok. Donc voilà, il y a un problème et on va demander demain des explications à la plateforme. Alors tout ça pose la question justement de la régulation. Mais avant de ça, je voulais quand même avoir votre point de vue à vous, Anna Baldi, parce que là, on parle beaucoup des contenus négatifs. Je disais, vous êtes loin de tout cela dans ce que vous postez. Est-ce que vous avez peur qu'on retienne que la dimension négative des réseaux sociaux ? Et quels sont les aspects positifs pour vous ? Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui aux ados ? Alors c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mon propos liminaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi du bon sur cette plateforme. Moi-même j'apprends beaucoup, c'est aussi un espace public dans lequel les jeunes peuvent prendre la parole, des jeunes qui viennent aussi de milieux moins favorisés, qui ont moins facilement la parole dans l'espace démocratique, à la télé. Je pense que c'est un vrai outil de notre pluralisme aujourd'hui. Maintenant, je me questionne beaucoup sur, effectivement, comme vous le mentionnez, l'argument de la déresponsabilisation qui est amené par chacun des acteurs. Je pense que tout le monde est responsable. Je pense que les utilisateurs majeurs ont la responsabilité de cesser de visibiliser des créateurs de contenu qui jouent de cet effet de choc. Je pense que les médias ont le même job. Je pense que les institutions doivent continuer ce bras de fer avec les plateformes. Je pense que les plateformes doivent cesser de se déresponsabiliser sur le dos d'un droit international flou pour ne pas prendre des mesures. Et je pense que ces créateurs de contenu doivent aussi prendre la responsabilité du contenu illégal qu'ils produisent, puisque les propos racistes sont interdits dans la vraie vie aussi. On ne peut pas dire des choses misogynes sur Internet comme on ne peut pas les dire dans la vraie vie. Et donc je pense qu'il est essentiel de commencer à responsabiliser ces acteurs-là, mais surtout pas les enfants, parce que ce qui me choque profondément, c'est ce discours de responsabilisation qui est de dire on doit apprendre aux enfants de contrôler leur algorithme. Bien sûr, on doit éduquer les enfants au contrôle de l'information, à sa compréhension, mais on ne doit pas se dénouer de toute responsabilité en pensant que c'est aux enfants de faire le job quand les adultes qui sont supposés les protéger ne sont pas capables de le faire. Jean Catan, sur la question de la régulation et cette interdiction que veut mettre en œuvre Emmanuel Macron des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, est-ce que c'est vraiment faisable techniquement et comment assurer la vérification de l'âge sans passer par une identification numérique de tous les internautes ? Est-ce qu'on peut éviter ça ? Oui, techniquement, donc, il y a tout un panel de solutions, disons, qui vont un petit peu de la plus respectueuse, disons, de la vie privée de la personne jusqu'à celle qui est peut-être un petit peu plus attentatoire selon certains systèmes. Ça peut être, comme le rappelait d'ailleurs la ministre à de nombreuses occasions, donc de la reconnaissance faciale, ça peut être de la carte bancaire, mais c'est aussi, et c'est ça qui est un petit peu moins évoqué dans le débat, c'est des mécanismes de double anonymisation, c'est-à-dire que vous chiffrez l'information qui remonte à une entité qui va permettre de vous identifier de façon totalement anonyme auprès d'un tiers, donc la plateforme en question.
Ce qui fait que dans le dispositif, personne n'est censé savoir, personne, je dis bien n'est censé, parce que dans le numérique, il y a toujours un risque que finalement n'importe quel système puisse être piraté demain ou dans 10 ans, peut-être selon les capacités de calcul dont on décidera. Et quand vous présentez ce système, ça concernerait donc tous les internautes. Parce que pour établir qu'on a moins de 15 ans ou plus de 15 ans, qui irait sur un certain contenu, ou sinon... Et tout le monde devrait s'identifier. Ou sinon, c'est ce que font les réseaux sociaux comme Meta aujourd'hui, qui viennent dire, en fait, c'est pas moi de faire ce contrôle-là, c'est au contrôleur du téléphone portable, si vous voulez, donc au système d'exploitation. Et donc là, c'est de se dire, c'est même pas toutes les personnes qui vont sur les réseaux sociaux, c'est toutes les personnes qui ont un téléphone, qui fournissent une clé d'identité à laquelle le réseau social a ensuite accès. Maintenant, la question du contrôle de l'âge ne doit pas nous déposséder du débat sur les sujets que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire finalement la relation à l'autre, ces espaces publics où l'on peut être ensemble, peut-être créer d'autres formes de relations. C'est le secrétaire général du Conseil national du numérique qui le dit. Exactement, c'est ce qu'on a dit aussi à la mission Écran Enfant, et c'est ce qui est d'ailleurs aujourd'hui dans leur texte. Il y avait un très bel article du Monde qui disait « Où sont passés les enfants des villes ?» C'est-à-dire, comment est-ce qu'on perçoit l'espace public aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on laisse l'enfant, en groupe ou tout seul, évoluer dans un espace donné ? Comment est-ce qu'on consacre du temps à son enfant aujourd'hui ? Comment est-ce que le parent a une relation à son enfant avec ce que l'on appelle une forme de technoférence, c'est-à-dire un téléphone ou un ordinateur qui se met en travers d'eux ? Tant qu'on n'a pas abordé tous ces problèmes-là, qui sont des problèmes éminemment sociétaux, des problèmes éminemment collectifs, on va passer à côté du sujet. Donc, OK pour mettre un pied dans la porte, OK pour mener le combat contre les plateformes et surtout leur modèle économique et leur enfermement des utilisateurs, mais n'oublions pas d'aborder toutes ces questions éminemment sociétales. Olivier Bonneau, sur cette question de l'interdiction des... Je dois dire que je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut effectivement être ferme, interdire à un certain âge, vérifier, utiliser tous les systèmes qui peuvent permettre de vérifier qu'on ne dit pas interdit au moins de 13 ans ou de 15 ans, mais qu'au fond, tout le monde peut passer par derrière, surtout qu'il s'agit d'adolescents qui donc, ont l'habitude et le désir de pouvoir un peu transgresser. Et en même temps, effectivement, ne pas se sentir complètement dédouané par un système trop répressif en disant, écoutez, il faut quand même aussi éduquer, expliquer. Et moi, j'insiste sur le fait que... À l'origine, c'était quand même un immense espace de liberté. C'était l'idée d'avoir un endroit sympathique où on pouvait échanger des informations et rencontrer des gens. Donc l'idée de départ, elle est bonne. Et d'ailleurs, elle est bonne pour plein de gens, parce qu'il ne se passe pas que des choses affreuses. Mais je crois qu'il faut éduquer. Et on a quand même besoin d'éduquer surtout aussi les parents. C'est-à-dire, si on se concentre que sur les enfants, il va y avoir un problème. Les parents doivent être éduqués et ils ne sont pas toujours au courant. Arthur Delaporte, vous voulez intervenir ? Mais moi, j'ai aussi une question, parce que Bruno Donnet, il a quand même soulevé un point sensible, c'est la question des VPN qui permettent de contourner les interdictions jusqu'à présent. Et juste pour rebondir, parce que ce que vous dites est essentiel. Nous, on voit bien que l'une des meilleures solutions pour éviter les effets négatifs de la santé mentale des jeunes sur TikTok, c'est d'éviter que les jeunes soient enfermés sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont sur les réseaux ? Parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont perdu du contact avec leur entourage proche, et notamment leurs parents. Certains passent plus de temps sur le téléphone qu'à discuter avec leurs enfants. Donc il y a aussi un questionnement à avoir du côté des adultes, du rapport qu'ils ont à leurs enfants et du rapport, en effet, qu'ils ont à l'ennui. C'est-à-dire qu'il faut accepter de s'ennuyer, pas d'être tout le temps stimulé, etc. Enfin, voilà, c'est une autre manière de faire, et de sortir. Voilà, sortir dans la rue. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui doit se réinventer. Maintenant, sur la question des VPN. Ouais. Ça me permet de répondre aussi au sujet qui est posé par le président de la République sur l'interdiction à 15 ans. Moi, je ne suis pas forcément favorable à cette interdiction. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que technologiquement, aujourd'hui, on n'est pas encore prêt. Donc, c'est un peu comme si on disait, on va faire quelque chose. Jean Caton avait l'air de dire que si. On n'est pas encore totalement prêt. Voilà, ça va arriver. Maintenant, deuxième sujet, une fois qu'on sera prêt, peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, c'est à peu près ça l'horizon temporel. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dit, à 15 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on rentre dans le monde numérique, c'est pas plus dangereux à 16 ans ? Si, en fait, des enfants de 16 ans se sont suicidés alors qu'ils n'avaient jamais eu de réseaux sociaux. On en a eu dans la commission avant l'âge de 15 ans. On a offert son premier téléphone à une jeune fille, elle avait 15 ans, et elle s'est suicidée 1 an plus tard. Enfin, elle a installé TikTok et 1 an plus tard, elle s'était suicidée. Donc en fait, il ne faut pas voir ça comme une solution qui va tout régler. Et moi, ce que je reproche à cette idée de la majorité numérique à 15 ans ou l'interdiction à moins de 15 ans, c'est qu'on croirait que c'est la solution miracle, alors que ce n'est pas ça qui réglera le problème. Et il y aura toujours, parce qu'il y aura un interdit, une volonté de le contourner et des moyens de le contourner. Donc voilà, moi je pense que l'enjeu, c'est plutôt comment la société prend conscience d'elle-même, prend conscience des risques, comment on s'attaque à l'algorithme. Et il ne faudrait pas que, parce que on a mis une mesure symbolique et choc, on oublie tout le reste. Et le reste, c'est d'abord la responsabilité des acteurs, TikTok, les influenceurs, et la responsabilité de la société
qui ne doit pas surresponsabiliser les enfants. D'un mot quand même aussi sur cette question, cet enjeu européen. On peut agir, nous, Français, seuls, sans l'Europe aujourd'hui, parce qu'on voit le sort qui a été réservé à la loi Marcangeli. Elle n'a aucun décret d'application. On peut agir si on n'est pas dans une forme de populisme législatif. Si on ne donne pas l'impression que la loi qu'on va faire va régler à elle seule tous les problèmes. On peut agir, par exemple, au niveau de la justice. Aujourd'hui, un juge a un pouvoir d'injonction sur les plateformes. Il faut pouvoir le renforcer, peut-être, c'est un des sujets peut-être qu'on verra sur la commission d'enquête, mais quand on va à la Commission européenne, elle nous dit « mais saisissez-vous de votre droit existant. Vous constatez qu'un contenu est illégal en droit national, sexiste, misogyne, raciste, etc. » On dit à TikTok, tac, tu retires. Et objectivement, quand on leur dit des contenus terroristes, etc., ils retirent. Quand on parle de dizaines de milliers de contenus qui posent problème, en fait, ça devient ingérable. Mais il faut qu'on se donne les moyens. Il faut qu'on se donne les moyens de faire retirer aux plateformes des contenus avec des injonctions légales. Pour moi, le sujet, il est là. Et évidemment, c'est à l'échelle européenne qu'on est assez fort pour pouvoir lutter contre ces géants du numérique qui, sinon, se croient impunis. Ce n'est pas le Royaume-Uni seul qui va réussir à réguler TikTok, c'est l'Europe. Voilà, c'est l'Europe et c'est le bonne échelle, même s'il y a peut-être encore beaucoup de choses à améliorer, mais ça prend un peu de temps. Merci à tous les quatre d'être venus débattre dans Ça vous regarde. On attend donc les conclusions de votre commission d'enquête pour Début quand ? septembre. Début septembre, on va patienter un peu. Merci beaucoup. C'était il y a 6 ans, dans la foulée des Gilets jaunes, près de 2 millions de Français avaient pris le temps de rédiger une contribution pour exprimer pour les uns leur colère, pour les autres leurs attentes. 6 ans après, on a enfin pu exploiter cette base de données phénoménale grâce à l'intelligence artificielle. Bonsoir Simon-Pierre Sanguérac. Bonsoir. Vous êtes l'un des auteurs de cette vaste étude qui est publiée par la Fondation Jean Jaurès. Clément Perrault nous en livre les principaux enseignements. Si on vous invite, Simon-Pierre Sanguérac, c'est pour évoquer un trésor national, une mine d'informations sans équivalent sur notre société, les doléances du grand débat. Début 2019, en réponse à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron propose aux Français de rédiger par écrit leurs critiques et leurs souhaits. Le succès est phénoménal. 20 000 cahiers de doléances sont remplis à travers le pays, soit 200 000 contributions écrites, auxquelles s'ajoutent près de 2 millions de contributions numériques. Le seul exemple d'une telle base de données datait de 1789 et des 60 000 cahiers de doléances remplis par le peuple juste avant la Révolution française. Simon-Pierre Sanguérac, vous êtes économiste à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez passé cette montagne de doléances au scanner de l'intelligence artificielle en vous concentrant sur un thème, la fiscalité. Première conclusion que vous en tirez, non, il n'y a pas de ras-le-bol fiscal en France. La plupart des contributeurs ne veulent évidemment pas payer plus d'impôts, mais exigent rarement d'en payer moins. En revanche, ils en veulent pour leur argent et demandent massivement une meilleure efficacité des services publics. Vous citez ainsi ce contributeur qui écrit « Ce que j'aimerais, c'est ne pas payer plus d'impôts et ne pas entendre à la radio des infirmières me dire qu'il n'y a plus de savon dans leur service. » Les participants au grand débat jugent aussi le système fiscal trop complexe et pas assez transparent. Autre point important, la soif de justice fiscale, l'idée que chacun doit contribuer à l'effort national, les plus riches bien sûr, mais aussi les plus modestes. Vous citez ce contributeur qui écrit « Que tous les Français paient l'impôt sur le revenu à la hauteur de leur capacité. Les moins aisés pourraient contribuer à hauteur de quelques euros. Il s'agit d'universalité et de responsabilisation. » Votre rapport, Simon-Pierre Sanguérac, montre que le civisme fiscal se porte étonnamment bien en France. Bonsoir Simon-Pierre Sanguérac. Bonsoir. Alors les données que vous avez pu compiler, enfin pas vous personnellement tout seul dans votre coin, sont impressionnantes. 2 millions de contributions sur cette plateforme du grand débat national. Est-ce qu'on a déjà mené en France une étude d'une telle ampleur ? Non, c'est une première, c'est totalement inédit. Et pour cause, c'est la première fois, grâce à ce grand débat national, qu'on a pu collecter en un seul endroit autant de contributions d'autant de personnes différentes. Alors on est un peu à l'aube d'une révolution dans la recherche, parce que si vous avez réussi à faire ça, c'est grâce à un outil qui a été élaboré par 2 des co-auteurs de l'étude, un outil d'intelligence artificielle. Expliquez-nous un peu. Tout à fait. En réalité, le problème, pourquoi depuis 2019 on n'avait pas exploité ces données, certains disaient que c'était pour des raisons politiques. Nous, on pense que c'est essentiellement pour des raisons techniques. Vous l'avez dit, 2 millions de contributions, ça demande à des humains un travail dantesque. Mais là, grâce à un outil d'intelligence artificielle qui finalement a lu l'ensemble de ces contributions et a fait elle-même, l'intelligence artificielle, des regroupements, des nuages de mots, des thématiques, eh bien, ça a permis de simplifier, si vous voulez, et de catégoriser et de hiérarchiser la lecture. Et donc, ça nous a permis, à nous, experts de la Fondation Jean Jaurès, de pouvoir les rendre lisibles et de pouvoir en tirer, si vous voulez, des conclusions.
Alors cet outil d'intelligence artificielle, il a un nom, Harlequin AI, c'est ça. Comment est-ce qu'il a été élaboré, cet outil? Parce qu'on a l'impression qu'il faut des très gros moyens pour développer ChatGPT, etc. Et comment est-ce qu'il a été calibré, cadré pour éviter les biais qu'on prête à l'intelligence artificielle parfois? Alors, pour rentrer dans les détails, peut-être vous pourriez interroger les fondateurs. Ce que je peux vous dire, moi, ce soir, c'est que c'est un outil qui, effectivement, est assez différent des ChatGPT, des Gemini qu'on utilise maintenant de plus en plus dans le quotidien. Premièrement, ce n'est pas un outil qui a besoin d'être nourri constamment pour pouvoir dialoguer avec l'utilisateur. C'est un outil qui prend finalement la nourriture des contributions au grand débat national et par une lecture de ces données, arrive à en faire des conclusions. Donc ça consomme beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, et ce n'est pas un jeu de ping-pong permanent entre l'utilisateur et finalement la machine. Alors cet outil, vous l'avez dit, il a établi des catégories de Français. Il y en a 4. Alors il y a les éco-focalisés, les conservateurs, et puis les 2 plus importantes, les civiques et les pessimistes, qui représentent ensemble réunis à peu près 2/3 des Français. C'est quoi les civiques, c'est quoi les pessimistes? Alors déjà, ce qui est intéressant avec ces catégories, c'est que ce ne sont pas nous qui les avons choisies, c'est la machine. Vous en êtes remis à la machine? On s'en est remis à la machine, et la machine a considéré qu'il y avait 4 grandes catégories, ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 2, et donc ce sont effectivement ces termes que vous avez choisis. Les pessimistes, ce sont les personnes qui manifestent une grande défiance, une méfiance, que ce soit vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des autres concitoyens, des personnes qui manifestent des pensées négatives sur ce que je viens de dire, à la fois leur quotidien, mais aussi les institutions, le monde dans son ensemble. Et les civiques, à l'inverse, c'est ceux qui, un peu par miroir, par opposé, placent énormément de confiance dans la représentation des individus, dans la confiance vis-à-vis des élus locaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément satisfaits, mais ils ont encore des attentes. Exactement. C'est ça, et ils les expriment avec précision. Alors justement, les attentes, on va se pencher sur les principaux enseignements de votre étude. D'abord, en matière d'impôts et de dépenses publiques, il y a des attentes élevées en matière d'équité fiscale et en matière d'efficacité de la dépense publique. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'un ras-le-bol fiscal en 2019, je précise, il y a 6 ans? Eh bien non, et c'est ça la grande nouvelle, c'est la chose qu'on a découverte en analysant ces réponses, c'est que depuis 2013, cette fameuse phrase de Pierre Moscovici, les Français ont un ras-le-bol fiscal, on imaginait qu'il y avait une grosse demande de baisser les impôts. Ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a beaucoup de réponses. Moi, sur les questions de fiscalité, il y a 90 000 réponses. Donc évidemment, vous trouvez des personnes qui demandent à baisser les impôts. Mais ce qui ressort massivement, c'est que les Français préfèrent payer beaucoup d'impôts, et le reconnaissent, pour vivre dans une société égalitaire avec des services publics, plutôt qu'on leur baisse leurs impôts et qu'ils perdent cela. Alors, en revanche, ils attendent tous une réforme fiscale, plus de 70%. C'est un chiffre élevé, avec une préoccupation majeure, c'est l'impôt sur le revenu. Ça revient, c'est quelque chose qui revient. On aurait pu imaginer que c'est allons taxer les plus riches, et finalement, c'est presque l'inverse qui est ressorti. Il y a les deux qui sont ressortis. En fait, cette grande réforme fiscale porte effectivement sur l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi un petit problème de compréhension sur ce qu'on appelle l'impôt. Il y a un peu un amalgame sur l'impôt sur le revenu et la fiscalité dans son ensemble. Mais ce qui ressort sur l'impôt sur le revenu, c'est au fond que tout le monde doit payer. Et tout le monde doit payer à sa juste valeur. Les plus modestes doivent payer l'impôt sur le revenu, même s'ils ne payent que quelques euros. Et les plus riches, ceux qui ont les plus gros revenus, ne peuvent pas avoir un taux d'impôt qui soit inférieur aux classes moyennes. Le système fiscal ne peut pas être régressif. Ça, c'est vraiment inconditionnel de la part des Français. Donc il faut une progressivité des plus pauvres aux plus riches. On parle beaucoup des niches fiscales en ce moment, avec ce budget-là difficile qui se prépare. Est-ce que c'est un sujet qui revenait déjà dans la bouche des Français? Oui, énormément. Les 2 autres sujets, donc vous l'avez évoqué, l'impôt sur le revenu, les 2 autres grandes idées porteuses pour les Français qui ont répondu, c'est effectivement lutter contre les niches, parce que les niches sont inéquitables puisqu'elles favorisent des catégories. Parfois, même si c'est justifié, mais néanmoins, lorsqu'on n'est pas dans cette catégorie, on ne bénéficie pas de la niche, et ça, c'est injuste. Et la deuxième chose, c'est la lutte contre la fraude. Fraude prise au sens large, c'est-à-dire qu'on inclut ceux qui trichent, et ça, évidemment, c'est jugé insupportable, mais aussi ceux qui optimisent, ceux qui évadent un petit peu subtilement. Et là, on pense aux entreprises et on pense également aux grandes fortunes. Il y a 2 thèmes qui reviennent souvent aujourd'hui dans le débat public et qui sont, en tout cas, peut-être pas absents, mais en tout cas, j'ai l'impression peu présents dans les dépositions des Français. C'est la baisse des dépenses publiques et l'assistanat. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous expliquez ça?
C'est la conséquence de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que les Français, dans ces réponses, sont finalement assez fiers de notre modèle de protection sociale et de services publics, et donc ils pensent que les personnes qui sont vulnérables, qui sont modestes, qui sont exclues, doivent pouvoir bénéficier de ces aides, qu'elles soient financières ou qu'elles soient physiques, avec l'hôpital gratuit, l'école gratuite, etc. Donc pas forcément de dépenses publiques, parce qu'on chérit ce modèle, et on a peur que si on baisse les dépenses... Et sur cette question, pardon, allez-y. On a peur que si les dépenses baissent, eh bien on perdrait cela. Et sur la question de l'assistanat, parce que c'est quand même un thème récurrent dans les prises de parole des hommes politiques aujourd'hui, ça répond à rien pour vous Ah si, on trouve évidemment des dizaines et des dizaines de réponses de personnes qui pensent qu'effectivement on dilapide l'argent, qu'il y a du gaspillage et qu'il y a des personnes qui en bénéficient. Mais si vous voulez, c'est un signal faible, c'est pas quelque chose qui ressort fortement. Ce qui ressort fortement, c'est protégeons les plus vulnérables, protégeons ceux qui en ont besoin, et peut-être voyons comment essayer de mieux cibler pour limiter le gaspillage et l'assistanat. Mais si vous voulez, c'est un second rang qui apparaît dans les réponses. Alors, il y a un autre domaine dans l'étude qui n'est pas forcément celui sur lequel vous avez le plus travaillé, mais c'est les attentes en matière de démocratie et les rapports aux institutions. Ouais. Qu'est-ce qui ressort du rapport des Français à leurs institutions en 2019 ? Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a une grosse attente. Et il y avait un gros espoir de ce grand débat national d'être enfin écouté. On peut penser par exemple, et c'est Madame Rosencher qui en parlait ce matin sur France Info, France Inter, un couple de Français qui s'étaient endimanchés, qui s'étaient bien habillés pour aller en préfecture, aller remplir le carnet de doléances en disant « cette fois-ci, je sais que ça va changer parce que je sais que je vais être écouté ». Donc, ça transpire effectivement dans les réponses. On veut davantage être pris en compte, on veut davantage de référendums, davantage de démocratie directe, et petite précision, on le veut à l'échelon local. Il y a une grande confiance dans le fait que si je décide de ce que fait ma mairie ou de ce que fait mon département, ce sera davantage pris en compte et j'en verrai davantage les résultats que les grands référendums nationaux. Il y a aussi une grande confiance dans les élus locaux comparé aux élus nationaux. Et qu'est-ce qu'ils disent les Français de l'Assemblée nationale, justement, et plus globalement du Parlement ? Alors, l'image qui relève des institutions nationales dans leur ensemble, et en particulier de l'Assemblée nationale, c'est un grand flou. C'est un petit peu, je ne vais pas employer le terme de bordel qui est arrivé beaucoup plus tard, qui est arrivé depuis 2022, mais c'est néanmoins des gens qui parlent beaucoup, qui légifèrent beaucoup, mais qui finalement le font de manière assez déconnectée de ce que moi je vis au quotidien, de mes préoccupations personnelles, et donc il y a une forme de déconnexion entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui se passe au Parlement d'une part, et le quotidien des Français. Et on est 6 ans après, après ce grand débat national, qu'est-ce qu'elles valent ces contributions 6 ans après ? Est-ce qu'elles reflètent encore, selon vous, les principales préoccupations ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont apparues depuis et qui sont montées ? Alors, effectivement, 2019, c'était il y a presque 6 ans. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu effectivement la dissolution, la guerre en Ukraine, l'inflation. Enfin, passons, il y a eu énormément de chamboulements qui n'apparaissent pas. Donc, en ce sens, il faudrait sûrement réactualiser l'exercice. Mais c'est en cela qu'on a nommé ce rapport l'IA au service de la démocratie. C'est que par ce type d'exercice et par l'aide de l'intelligence artificielle, on est peut-être face à une nouvelle forme d'expression démocratique, qui n'est pas exactement le vote, qui n'est pas exactement le référendum, mais qui est quelque chose d'hybride qui permettrait peut-être à échéance régulière de prendre le pouls de la démocratie, prendre le pouls des Français et s'assurer que les décisions qui sont prises correspondent bien à ces aspirations. Et du côté de la classe politique, est-ce qu'ils sont vraiment saisis de tout ce qui était présent dans ces cahiers de doléances ? Est-ce qu'ils sont passés à côté de certaines choses, selon vous ? Et si oui, lesquels ? Alors, à mon avis, ça n'a pas du tout été suffisamment traité. Et on l'a vu avec la gronde sur ces fameux cahiers de doléances qui sont stockés dans les archives et qui ne sont pas exploités. Néanmoins, je pense qu'il y avait cette frontière technique qui les bloquait. Si on arrive à faire tomber cette frontière technique et que des organismes comme la Fondation Jean Jaurès s'emparent ou des startups comme Arlequin s'emparent, peut-être que finalement, c'est le maillon manquant pour permettre de reconnecter, si vous voulez, l'opinion publique avec les hommes politiques qui sont très friands de sondages. C'est-à-dire que le ou la candidate à la prochaine présidentielle qui veut l'emporter, il faut qu'elle utilise Arlequin pour compulser cette base de données et elle aura son programme. Alors, c'est peut-être l'un des leviers. À mon avis, c'est un levier un peu excessif parce que, par exemple, on n'a pas d'informations sur le profil. C'est l'une des grandes limites de l'exercice. On n'a pas d'informations sur le profil des répondants. Et je ne sais pas si demain, avec le respect des réglementations RGPD et de la CNIL, on aurait le droit de pouvoir rentrer vraiment dans le profil socio-démographique des répondants. Néanmoins, c'est vrai que d'un point de vue à la fois de confiance générale et, on va dire,
dire de santé de nos institutions, de santé démocratique, ça pourrait être une nouvelle solution pour finalement reconnecter les élus, la classe politique, avec les personnes qui souhaitent s'exprimer. Et visiblement, elles sont très nombreuses, puisque vous le rappelez en introduction, il y a eu 2 millions de contributions. Merci beaucoup Simon-Pierre Sanguérac d'être venu donc nous détailler les résultats de cette étude sur le plateau de Ça vous regarde. On passe à notre grand angle à présent. Bonsoir messieurs, installez-vous. Notre grand angle il est consacré ce soir à ce bras de fer engagé donc, par Donald Trump avec le gouverneur de Californie sur fond de contestation de sa politique migratoire par des milliers de manifestants. Vincent Hugeux, vous êtes journaliste indépendant, essayiste et enseignant à Sciences Po. Gallagher Fenwick, vous êtes grand reporter et vous êtes tous les deux de fins connaisseurs des États-Unis. On va peut-être commencer par voir et essayer de comprendre ce qui se passe exactement à Los Angeles, mais pas seulement, dans une grande partie des États-Unis. Qu'est-ce qui se joue derrière ce bras de fer? Élément de réponse avec Baptiste Gargui-Chartier. Depuis plusieurs jours aux États-Unis, des scènes de protestation d'une grande ampleur. Ici à Los Angeles, les manifestations pour dénoncer les arrestations de migrants clandestins se poursuivent. Voitures brûlées, infrastructures saccagées. Des tensions qui ne cessent de s'intensifier ces dernières heures avec des heurts d'une rare violence entre forces de l'ordre et manifestants, dont certains sont encore totalement déboussolés. Ce qui se passe à Los Angeles ne profite à personne. On ressent beaucoup de peur, de l'appréhension dans les rues. Il y a des voitures incendiées, il se passe beaucoup de choses en ce moment. C'est tout simplement incroyable, j'avais jamais vu ça de ma vie. Après une nouvelle nuit sous tension, 700 soldats de la marine ont été déployés en Californie sous décision de Donald Trump pour prêter main forte aux 2000 membres de la garde nationale. Depuis la Caroline du Nord, déclaration sans appel du président américain. Ce sont des animaux. Ils portent fièrement les drapeaux d'autres pays, mais ils ne portent pas le drapeau américain. Très simplement, nous allons libérer Los Angeles et rendre la ville à nouveau libre, propre et sûre. Cela va se passer très vite. À Los Angeles, réaction de la maire de la ville, qui condamne avec fermeté ses propos. Nous devons mettre un terme aux raids. Cela ne devrait pas se produire dans notre ville. Ce n'est pas justifié. La seule chose que cela fait, c'est contribuer au chaos. Dans le sillage des émeutes de Los Angeles, des milliers de personnes se sont réunies à des kilomètres de là, à New York, en plein cœur de Manhattan. Même revendication, même slogan à l'affiche. Ici, la marine n'est pas encore intervenue, mais le gouverneur de Californie donne l'alerte. La Californie est peut-être la première, mais d'autres États suivront. La démocratie est attaquée sous nos yeux. Ce moment que nous redoutions est arrivé. Des manifestations ont été aussi recensées à Austin et à Dallas. De quoi faire craindre, selon l'ONU, une militarisation de la situation. Gallagher Fenwick, ce qui met en colère ces milliers de manifestants, ce sont les conditions dans lesquelles sont arrêtés les sans-papiers sur ordre de Donald Trump. Est-ce qu'on sait justement comment ça se passe concrètement? Oui, il y a des témoignages très précis, notamment qui émanent de Paramount. C'est la petite banlieue au sud de Los Angeles où ont commencé ces heurts avec des officiers donc, de cette fameuse police de la douane et des frontières, ICE, l'acronyme ICE, qui débarquent dans des vannes aux vitres teintées, les portes coulissantes s'ouvrent, ils sortent et puis en gros ils arrêtent, notamment ils attrapent sur le parking de magasins d'outillage ou dans des usines de manufacture textile, à peu près tout ce qui est basané et qui bouge. Pourquoi? Parce que quelques jours plus tôt, Stephen Miller, qui est l'un des plus proches conseillers de Donald Trump et son architecte de sa politique migratoire, convoque l'état-major de cette police et leur dit « Vous êtes nuls, on veut 3000 arrestations par jour ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu les chiffres promis par Donald Trump. Ils étaient très très loin. D'ailleurs, au passage, pourquoi 3000 par jour? Faites le calcul, en un an, ça vous fait à peu près 1 million. C'est le genre de chiffre que Donald Trump adore. Et donc, ça donne des méthodes très peu discriminantes avec des gens qui se font attraper, qui parfois présentent même un passeport américain quand ils se font attraper. Mais la réponse des policiers du ICE, c'est de dire c'est probablement un faux passeport, on vous embarque quand même. Donc là, ça crée de la friction et à partir de là, on a cette escalade mobilisation dans le reportage. Vincent Hugeux, on a l'impression que Donald Trump, il a choisi la Californie comme terrain d'affrontement avec ceux qui s'opposent à sa politique migratoire. Quel est son objectif politique? Alors, d'abord, pour les Trumpistes de stricte obédience, la Californie, c'est Sodome et Gomorrhe, en pire.
Expliquez peut-être pourquoi. Un État qui se veut une sorte de fief de l'accueil raisonné des migrants. C'est un État qui est extrêmement libéral par rapport à ce fameux wokisme que détestent tant Trump ou Vance. Et c'est ce qui conduit, à mon sens, Trump à endosser l'uniforme du pompier pyromane. Il est important pour lui de faire diversion par rapport à ses autres échecs sur le plan économique, sur le plan diplomatique, cette fracture grotesque avec Elon Musk. Il veut montrer à son socle électoral, à sa base, que sur la promesse des migrants, qui de fait est une préoccupation très largement partagée, soyons clairs, aux États-Unis, là, il tient parole, quitte, encore une fois, à sombrer dans l'hyperbole, dans l'outrance, etc. Vous parlez de pompiers pyromanes, c'est-à-dire que les images qu'on voit, voilà. Quelle est la réalité sur le terrain? Est-ce que Los Angeles est en pleine insurrection? Je vais prendre un exemple très simple pour voir les deux bornes de cette réalité. Trump a dit que s'il n'y avait pas eu ces interventions, la ville de Los Angeles aurait été rayée de la carte. Je le cite. Bon. Et les autorités locales, judiciaires, policières, etc., ont dit mais absolument pas. C'est aussi la raison pour laquelle il menace de recourir à des lois d'exception, ce qu'on appelle par exemple l'Insurrection Act, qui permet de déroger à la règle qui est quasiment de toute éternité aux États-Unis, c'est-à-dire que les tâches de police, de maintien de l'ordre vis-à-vis des citoyens américains ne peuvent pas être confiées à des forces armées, sauf en cas d'invasion étrangère, et vous avez remarqué comme moi la référence aux ennemis venus d'ailleurs, et sauf en cas de rébellion qui en viendrait à contester de manière fondamentale l'autorité de l'État fédéral. Donc on ne coche aucune de ces cases, mais c'est la raison pour laquelle j'estime, moi, que c'est une sorte de stratégie de diversion. Gallagher Fenwick, est-ce que ça veut dire qu'on a un point de bascule sur ce qu'est le régime aujourd'hui politique aux États-Unis? Est-ce qu'on va vers une dérive autocratique? Est-ce que la démocratie est attaquée sous nos yeux, comme l'affirme le gouverneur de Californie? Effectivement, c'est ce qu'on peut penser. Tout ça est en train d'être testé, c'est-à-dire que c'est très difficile de se prononcer sur l'état de la démocratie américaine dans l'instant présent. Je vais enfoncer une porte ouverte. Dans 4-5 ans, on se retournera sur ce moment, on verra l'état alors du pays. On pourra dire, c'est là, peut-être qu'on pourra dire, c'est là que ça a commencé. Parce qu'effectivement, comme le disait très bien Vincent à l'instant, Donald Trump est en train de se servir, j'allais dire, de petits morceaux du code de loi des États-Unis qu'il exploite en proposant des interprétations probablement abusives et excessives de certaines situations. Je vous donne 3 exemples. Vous voyez, vous, peut-être une manifestation. Lui, il vous dit non, ce n'est pas une manifestation, c'est une insurrection. Là où vous voyez, par exemple, des importations, lui, il dit non, ce sont des agressions commerciales. Là où vous voyez, par exemple, de l'immigration, lui, il dit non, ce n'est pas de l'immigration, c'est une invasion. Et à situation exceptionnelle, pouvoir exceptionnel. Et effectivement, il y a cette crainte qu'ils sont en train de glisser vers une forme d'autoritarisme compétitif. Alors, face à Donald Trump, il y a ce gouverneur démocrate, Gavin Newsom. On le présente comme une figure montant du côté démocrate, un des rares qui soit un peu populaire. Est-ce qu'il représente une menace politique pour Donald Trump ? Alors, il va finir par le devenir si Trump s'obstine, s'entête dans cette stratégie de ciblage de ce personnage, qui, là encore, incarne tout ce que Trump peut exécrer. Ce qui est vrai, c'est que, soyons clairs, Newsom, qui est un ancien maire de San Francisco, est une figure qui est à la tête de l'État depuis 2019, et il a un agenda politique, horizon 2028. Mais d'une certaine manière, c'est une sorte de providence tombée du ciel pour les démocrates. Il peuple un peu le grand désert de l'après-chaos Kamala Harris. Et simplement, il doit se méfier de 2 périls, à mon sens. La voie est étroite pour lui. C'est-à-dire, s'il apparaît comme l'allié des fauteurs de troubles, sa popularité ne décollera jamais, au contraire. Bon, y compris, d'ailleurs, chez les démocrates. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on lui reproche dans les rangs du parti parfois d'être un peu trop bienveillant vis-à-vis de certains conservateurs. Il participe à des podcasts qui sont animés par Charlie Kirk, par exemple, qui est une sorte de figure conservatrice. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est une figure montante et simplement, il faut qu'il joue serré. D'un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, est-ce qu'il y a un risque de propagation? Parce qu'on a vu que le gouverneur du Texas a mobilisé la garde républicaine. Oui. Oui, il y a un risque de propagation, c'est déjà le cas. On voit qu'il y a des manifestations à New York, à San Francisco, à Seattle, à Austin, au Texas. La propagation, c'est exactement ce que Donald Trump veut et recherche. Et il est possible que la rue américaine le lui donne.
Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée sur LCP et à demain.